Euh, bonjour tout le monde, merci de m'accueillir. Je pourrais, en termes de témoignage, parce que je viens vraiment fraîchement et j'écoute et je peux vous dire sur certains points peut-être qui sont intéressants. Le premier, c'était... Alors, juste, vous avez une fille Ah oui, peut-être dire, hein, voilà. Et j'ai une fille, elle va avoir 18 ans la semaine prochaine. Elle a été diagnostiquée anorexique à 13 ans, donc maintenant on est dans la 5e année. Elle a été hospitalisée 2 fois. Et elle a démarré cet été ses études de médecine. Bon, elle est toujours malade, mais je pense qu'on n'est plus dans les phases que j'ai tous connues, avec l'hyperactivité et tout ça, on n'est plus là. Donc, voilà le contexte. Et j'aurais voulu être là avec mon mari, parce que je pense qu'en étant parents, on ne vit pas du tout la maladie de la même façon au même moment. Je pense qu'on passe par les mêmes stades psychologiques et d'émotions et d'angoisse et de traumatisme, mais pas du tout au même moment. Donc c'est dommage. Donc je peux essayer de donner un peu des éléments. Et le premier point que j'ai noté, c'est que les parents ne peuvent pas voir l'amaigrissement. Je confirme parce que ça arrive comme une découverte. Je peux vous dire comment c'est passé chez nous. On était en vacances de ski dans un petit appartement. Donc, on est petit, on est tous ensemble. Et là, j'ouvre la porte de la douche. J'ai vu ma fille que je ne reconnaissais plus. Et moi, dans ma tête, tout de suite, j'ai dit, elle est malade, il y a un vrai problème. Et elle a su camoufler par des changements de vêtements, mettre tout large, de vraiment s'habiller différemment. Et elle a tout fait pendant des mois, parce qu'on pense après coup, ça a duré 6 mois, pour le camoufler. Autre, c'est que souvent les enfants ne mangent pas les légumes et les fruits, et nous on dit au moins un des 3 qui mange des fruits et des légumes. Ça a démarré comme ça. Et au contraire, au début, on dit, ah, ça, on a réussi, il y en a une, un qui mange des fruits et des légumes, mais au contraire, donc je pense que c'est très difficile pour un parent de le découvrir, et je pense que quand on le découvre, c'est trop tard. Et ça arrive, je peux vous dire, c'est comme un tsunami qui arrive sur notre famille. De jour au lendemain, tous nos repères sont partis. Et je pense par rapport à ce que vous disiez sur le besoin d'être accompagné, la première angoisse d'un parent, c'est où aller, parce qu'on sait qu'on ne peut pas le résoudre seul. Je pense que c'est très difficile pour cette maladie qui, avec beaucoup de violence, et de dire où aller et comment être accompagné, parce qu'on sait qu'en étant parent, on a besoin d'aide. Ton enfant a besoin d'aide. Nous, Elia, elle avait besoin d'aide. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a été très fort, et que si je parle point de vos parents, important à accompagner. Est-ce que, juste avant la prise en charge, ouais. Est-ce que vous avez eu peur de conséquences dramatiques parce que j'entends quelquefois des témoignages de parents, de mères qui viennent ouvrir la porte de la chambre de leur fille pour vérifier qu'elle respire, tout simplement. Dans des groupes de parole, souvent, ça a pu être échangé. On a eu, parce qu'il y a eu une période où en fait, même la nuit, je me mettais à dormir avec elle, parce qu'elle était, elle, vraiment pas bien. Et en effet, en étant parent, on fait comme avec les bébés, hein, on observe si tout va bien. Mais après, ça c'était avant l'hospitalisation. Je pense en étant parent, le vrai angoisse, pour moi personnellement, il était plus tard, quand je suis venue à l'hôpital, et j'ai toujours eu l'impression que je regardais la mort dans les yeux. Quand elle avait vraiment, je pense, elle était au plus bas de son poids, et avec tout ce que vous avez entendu. Donc, elle était abîmée partout, tout son corps. Je pense que c'est ce moment-là qui était le plus dur et le plus difficile à vivre, parce que là, on pense qu'on a complètement perdu pied. Au début, on est dans une phase où on cherche de l'aide de partout, donc on est dans l'action. On est dans l'action quand on est à l'hôpital. Pour moi, c'était la seule possibilité, hein, d'aller à l'hôpital et chercher de l'aide, mais on est en parent impuissant. On est tellement impuissant, et quand on l'a, et je me rappelle très bien, parce que l'estomac se tourne, tu regardes la fille dans les yeux et tu vois que c'est plus ta fille. Et je pense que c'est ça qui est le moment le plus dur, et par rapport à l'avant-hospitalisation, en fait. Alors moi, j'ai un souvenir d'un vrai combat avec votre fille pour la convaincre de rester hospitalisée, et de discussion entre vous et votre mari. Ouais.
parce que comme je disais, je pense qu'on ne vit pas la maladie au même moment de la même façon. Pour moi, c'était une évidence qu'elle devrait être hospitalisée parce qu'on n'était pas, après lecture, voilà, on commençait à lire tout de suite, à appeler, parce que je viens des Pays-Bas, s'il n'y a pas de personnes qui peuvent m'aider là-bas. Donc, prendre le témoignage pour mon mari, il dit, un enfant peut pas être mieux qu'avec ses parents. Et donc, c'était une phase très, avec beaucoup de conflits, pour dire, pour lui, c'était tellement dur de la laisser à l'hôpital qu'il ne pouvait pas imaginer de la laisser dans les mains de personnes qu'il ne connaissait pas, ça n'avait jamais rencontré avant. Et ça, c'était, et je pense, dire, extrêmement dur. Et ça, c'est un des points, je pense, le plus dur pour mon mari. Et le clivage que vous avez affiché à l'écran, c'était Elia, donc notre fille, qui faisait beaucoup de chantage émotionnel quand on était dans la chambre ensemble pour dire, voilà, tu vas être hospitalisé, tu vas rester ici. Et je pense l'enfant anorexique cherche la chaîne le plus faible dans la chaîne. Et à ce moment-là, je pense que c'était mon mari parce qu'elle savait que lui, il ne voulait pas qu'elle restait. Et donc, je pense qu'elle a tout fait émotionnellement de chantage pour essayer voilà, de ne pas rester à l'hôpital. Bon, elle est bien restée parce que c'était clair qu'il n'y avait pas d'autres options. Mais je pense en effet qu'en permanence, et je pense pour un couple, si je peux partager un vrai témoin, c'est très, très dur. Et je disais tout à l'heure, je pense que pour les personnes qui vivent ça, c'est incroyable qu'on est encore mariés bien ensemble aujourd'hui. Parce que c'est je pense, un vrai combat et qu'il n'y a pas que entre l'enfant qui est malade, mais aussi avec les autres enfants, avec les autres familles. Donc, ouais, donc c'était un vrai. Je pense que le clivage, je le reconnais tout de suite, c'est vraiment quelque chose qui. Ouais. Par rapport après, je pense que je peux parler de beaucoup de choses après, me guider un peu sur qu'est-ce que vous souhaitez avoir le plus comme témoignage. Mais, tout à l'heure, vous me disiez déjà l'arrivée à l'hôpital public, vous avez été un peu surpris de l'état des structures. Ça arrive, j'avoue, dans une deuxième étape. Au début, on n'a pas le temps de regarder autour de soi, c'est plutôt dans une deuxième phase, en effet, on s'est dit, notre fille, elle est là, l'hôpital n'était pas dans son... Il y avait des travaux aussi, donc c'était un peu étonnant. En même temps, je me rappelle très bien, parce qu'on a posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour le confort, pour les enfants qui sont hospitalisés? Et en même temps, je me rappelle très bien de votre réponse qui était, mais il ne faut pas qu'ils soient trop bien ici. Parce que l'objectif, c'est pas non plus il faut la motiver pour pouvoir prendre du poids et pouvoir quitter l'hôpital en même moment. Ouais. Ouais. Et au début, pour une hospitalisation, ce qui est difficile, c'est de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer après. Parce qu'il y a toujours une étape après comme parent qu'on n'a jamais vécu et qu'on cherche à comprendre et on cherche toujours à anticiper l'étape d'après. Et je pense que ça aiderait beaucoup pour les parents de pouvoir dialoguer avec d'autres parents qui sont déjà passés par là, qui ont déjà eu cette expérience. Et je pense que les groupes de parole aident beaucoup dans ce sens-là pour les parents, pour pouvoir dialoguer et essayer de comprendre. Et quelque chose qui va peut-être un peu être choquant à dire, mais un groupe de parole a aussi aidé pour dire, parce qu'on passe par des phases différentes, chaque situation est unique, et parfois on s'est dit, ah, ça peut être encore pire. Et ça, c'est au début, mais après, ça devient pire, et ça devient plus grave, mais ça peut aussi parfois, même si c'est très étonnant, avoir quelque chose de rassurant, de écouter les autres personnes qui passent par ces stades-là et avec ces émotions. Et je pense que vous parlez de la violence. C'est incroyable comment cette maladie peut changer le comportement d'un enfant qui était d'une douceur et que ça devient un enfant avec une violence qu'on ne peut même pas imaginer qui existe. Et ça, c'est très... voilà, ça donne tellement de tension et ce n'est pas l'enfant, parce qu'on voit quand l'enfant... on voit que c'est notre fille qui était en face de nous, quand c'était la maladie qui était en face de nous. Et ça, c'est...
on disait toujours, on voit quand elle est hantée, prise par autre chose. Et ça, c'est très dur. Donc, la violence, on le reconnaît beaucoup. Et la violence aussi, parce que ça m'a fait penser à ça quand j'ai écouté. Elle a eu une période où elle s'est scarifiée partout. Et à chaque fois qu'on en parlait, pour essayer de comprendre pourquoi je me scarifie, elle répondait toujours, j'ai tellement de mal, tellement de douleur dans ma tête, psychologiquement, qu'elle voulait essayer d'avoir mal ailleurs pour faire partir ces douleurs dans la tête. Et pour un parent, c'est très angoissant de voir sa fille qui se scarifie, qu'on voit du sang, et nous, on pense toujours au suicide. Parce qu'on a eu la situation qu'elle se met dans la cuisine par terre et elle dit vraiment, je ne veux plus vivre, je ne peux plus vivre parce que... Et ça, c'est en effet très reconnaissable. Et je pense qu'en étant parent, c'est très angoissant parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est juste une scarification pour ne pas avoir mal ou est-ce que c'est vraiment un acte qui peut aller plus loin. Donc, j'ai vraiment reconnu ça, cette partie-là. Voilà, et aussi, en effet, la hyperactivité, je peux aussi témoigner, c'est je pense une souffrance pour les enfants parce qu'elles n'ont plus le choix de faire différemment. Et ça peut juste aller dans une côté, toujours faire plus, toujours faire plus. Et donc, je peux témoigner, il y a eu des fractures, elle était ouverte sur le dos, pareil, partout, mais c'est très difficile de trouver s'en sortir parce que dans la tête, il faut, on n'a pas le choix. Mais votre intervention, c'était beaucoup sur l'urgence d'hospitalisation. Je pense qu'il y a une vraie urgence psychologique et qui est très, très fort. Et par rapport justement à l'urgence familiale, et comment vous avez quelle urgence vous avez ressentie par rapport à, vous avez parlé un petit peu du couple, par rapport à vos autres enfants. Est-ce que vous avez eu le sentiment de vous trouver sans réponse pour aider vos autres enfants C'était très, comme je disais, c'est vraiment comme un tsunami qui arrive parce que tout repère familial partent. Et je pense que notre fille, elle a un petit frère qui a maintenant 10 ans, il avait 5 ans, et une petite sœur qui a maintenant 16 ans. Et pour les deux autres, c'est très, très difficile parce que la maladie prend tellement de place. Je me rappelle, je donne un exemple, quand elle est sortie la première fois de l'hôpital, elle avait 7 compléments à donner par jour. Donc, c'est comme, je dis toujours, c'était comme un nourrisson. Je devrais prendre 1 heure, 7 fois par jour pour essayer qu'elle prenne son aliment. Et quand on donne ça, c'est très difficile de donner l'attention aux autres. Donc je pense pour la sœur, c'était très difficile parce qu'elle pensait que c'était sa faute. Donc, il y a eu des impacts aussi. J'ai trouvé une lettre de suicide parce qu'elle se culpabilisait, parce qu'elle pensait que c'était sa faute. Pour le petit frère qui a eu beaucoup d'impact au niveau sommeil. Et il a toutes ces photos de cette période-là, il ne sourit pas. Il dit, maman, j'arrive plus à sourire. Donc, c'est ça aussi. Et je pense que l'hospitalisation aide dans le sens où donner un peu de souffle à tout le reste de la famille parce qu'on a du temps de nouveau pour les autres et pour se reposer. Et parce qu'une fois avec un enfant anorexique sévère à la maison, ça prend toute l'attention, toute l'énergie, même si on essaye de pas le faire parce qu'on a angoissé il faut le dire, qu'elle va mourir et qu'on va s'en vouloir de ne pas avoir essayé de tout faire pour éviter ça. Mais oui, c'est un très gros impact et je pense que l'hospitalisation a aidé à soulager et avoir le temps aussi pour les deux autres. Donc, c'est intéressant quand j'en parle aujourd'hui parce que tout commence à être loin, ça semble... Voilà. Heureusement aussi, il y a du progrès. Oui, comment va Elia aujourd'hui? Elia, elle est, quand vous allez la voir, je pense que vous allez dire c'est une belle fille. Elle a beaucoup de tics et des tocs. Elle ne peut pas manger avec nous. Elle doit prendre sa douche avant de manger. Mais point de vue, je dirais, tous ces symptômes-là, elle est plus hyperactive. Elle peut s'asseoir, tout ça. Et je pense qu'elle a même passé une très bonne été.
Elle a démarré ses études de médecine cet été et c'est un changement qui est fort. Avec vous contre vous, vous le connaissez, c'est une année un peu difficile, avec beaucoup de stress. Et donc, dès que le stress monte, la maladie revient aussi plus, mais on arrive beaucoup plus. Elle arrive, parce qu'il faut dire, nous, on n'est que là pour aider, mais c'est elle qui fait tout. C'est elle qui se guérit, c'est elle qui... Mais elle arrive plus à vite reprendre le dessus et c'est plus la maladie qui dicte tout. Mais vous, madame, en tant que parent, vous vous sentez sortie de cette perception du danger aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on ne vit plus du tout avec, actuellement, avec quand on est avec Elia, on ne pense pas du tout qu'elle est en danger. Par contre, on a toujours une peur, je pense qu'on vit en permanence, quand elle a une crise, que ça va revenir. Donc, je pense qu'en étant parent, on arrive vraiment avec cette peur et qui n'est pas bien, parce que je pense que ça ne nous donne pas forcément les meilleures réactions par rapport à la situation, parce qu'on réagit par rapport à la peur et peut-être pas par rapport à ce qu'on peut au mieux faire dans ces situations-là. Mais non, mais on a plus pas le peur qu'elle va mourir là, parce que cette risque là, elle n'existe pas, mais on a plus le peur de revivre tout ce stress, toutes ces angoisses par rapport à avant. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, par rapport à ça. Après, je ne sais pas si vous avez des... Parce que je peux en parler longuement et c'est... Donc, non, et je disais, je peux aussi dire, quand je suis venue tout à l'heure, on essaye toujours d'expliquer à notre fille que c'est dur, mais c'est une maladie, même si c'est très dur, on peut guérir. Il y a des maladies, on ne peut pas guérir. Là, moi j'y crois qu'un jour, elle va guérir et elle va être... elle va plus être pour nous, il est avec sa maladie. Ça va être... donc, Bon, merci beaucoup. J'espère surtout que ça peut apporter quelque chose. Après, je pense qu'il y aura peut-être des questions à la fin de la table ronde. Oui, très bien. Merci.